Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va lever la tête des écrans d'abord et apprendre à mieux maîtriser ce numérique qui arrive à la maison avec la famille tout écran, cette série qui nous est proposée par notre partenaire Le Clémy. On va découvrir un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, toujours. C'est Dorit Naon qui est avec nous en plateau et qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour Dorit, soyez la bienvenue aussi. Quel va être l'objet de votre chronique? Hello, aujourd'hui on va parler de l'importance donnée à l'apparence en entretien d'embauche. Et justement, les élections européennes approchent, une échéance qui s'annonce plus que mouvementée, vous le savez, à l'échelle nationale, au sein d'une société de plus en plus polarisée et dans laquelle le désintérêt pour la politique grandit de jour en jour. Alors, comment y remédier et quelles sont les réponses à y apporter? Ben voilà deux questions qu'on va poser à notre invité Quentin Le Breton. Bonjour Quentin. Bonjour Apolline. Soyez le bienvenu dans cette émission. Vous êtes le coprésident de Debacteur. On va parler de cette initiative dans un instant, si vous le voulez bien, mais d'abord, on va faire un tour Focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée des écrans au sein des foyers avec notre partenaire Le Clémy et cette série La famille tout écran. On regarde tout de suite un nouvel épisode. Va falloir qu'elle se mette à jour, là, Juliette. Elle a encore plein de choses à rattraper. Moi j'adore mon petit rituel du matin. 5 minutes sur les réseaux sociaux et c'est bon, je suis à jour. Bon, on fait quoi aujourd'hui? C'est comme ça qu'on ne voit pas Juliette de la journée. Parce que nous utiliser à forte dose, nous les écrans, on va pas se mentir, ça isole les enfants, ça perturbe le sommeil et je ne vous parle même pas des effets sur l'attention à l'école. Allez, je peux très bien m'en passer. Et voilà pour ce nouvel épisode du Clémy. Autre chose à présent, vous le savez, à chaque élection, le taux d'abstention bat des records et c'est encore plus vrai chez les jeunes. Selon un sondage Ipsos Soprasteria au lendemain du scrutin du second tour de la dernière élection présidentielle, 41% des 18-24 ans ne se sont pas exprimés dans les urnes. Mais certains n'ont pas dit leur dernier mot et essayent de redonner justement aux jeunes le goût du débat et de la politique. Et on en parle tout de suite dans la première partie du talk. La preuve par l'exemple avec notre invité aujourd'hui, Quentin Le Breton. Je rappelle que vous êtes coprésident de Debacteur, redonner goût au débat. C'est justement au cœur de ce que vous faites, un projet de sensibilisation à la démocratie participative. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Est-ce que vous voulez bien nous présenter rapidement Debacteur? Je vous remercie déjà pour votre accueil. Debacteur, on se définit comme des créateurs d'expériences citoyennes pour des jeunes dès l'âge de 14 ans jusqu'aux moins jeunes, ou qui sont encore jeunes, que ce soit les néo-citoyens ou les citoyens actuels. L'idée, c'est de retirer tous les biais d'illégitimité, de parler de la politique par rapport au débat, etc. Et on utilise pour cela le jeu. On a créé un jeu de rôle qui nous permet justement de devenir député et de resimuler ce qui se passe à l'Assemblée nationale en parlant d'une proposition de loi, d'une thématique qui peut être de l'environnement, de la société, de l'économie, et en allant justement en répartissant les personnes dans des partis politiques où elles ne vont pas choisir leurs valeurs, elles ne vont pas choisir leur électorat, et on va essayer justement de créer de l'empathie politique pour justement comprendre l'autre, ne pas s'arrêter sur ce qu'elle est, mais sur ce qu'elle dit. Et c'est là où le débat est enrichissant, et c'est là où on va pouvoir apporter un contenu et une expérience positive par rapport à la politique. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'indifférence, de rejet de la politique, d'abstention aussi chez les jeunes et leurs aînés depuis quelques années maintenant. Vous, ce que vous souhaitez, c'est faire renaître quelque part ce sentiment
sentiment d'appartenance à une entité, à un pays aussi. Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de faire en sorte que la politique redevienne un espace de sociabilisation, comme peut l'être l'école, comme peuvent être les associations, comme peuvent être n'importe quel endroit dans la société. Aujourd'hui, quand on parle de politique, je ne sais pas si vous avez vu le baromètre de la confiance en politique du CEVIPOF en 2023. Alors, c'était sur les 18 et plus, mais les 3 mots qui ressortent, ce sont rejet, dégoût et ennui. Ce sont 3 mots qui sont forts et que nous, quand on fait nos ateliers auprès des lycéens, etc., on ressent cela. Donc oui, aujourd'hui, on essaye vraiment de redonner goût à cela. Et le jeu, depuis qu'on est enfant, on joue et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on essaye justement de faire véhiculer des messages. Allez voter. Peu importe pour qui vous voulez voter, allez voter. Exprimez-vous. Allez aux élections et faites-vous entendre de la manière dont vous voulez. Et un autre élément qui nous semble très important chez Débacteur, on n'est pas citoyen à 18 ans. On l'est bien avant. La citoyenneté, elle s'exprime bien avant. Quand on devient délégué, quand on porte une candidature pour être délégué, éco-délégué, au conseil de la vie lycéenne, etc., on est déjà citoyen puisqu'on porte des idées. C'est ça qu'on essaie de mettre en avant. Alors, vous dites aussi très justement dans une interview récente, il ne faut pas que ce soit le débat pour le débat, mais plutôt de la compréhension du sujet en profondeur, l'échange et la rencontre, effectivement, et ça, on n'en parle pas forcément assez. Vous intervenez auprès des publics scolaires, mais ça va au-delà de ça ? Oui, alors nous, on a commencé pendant le confinement, en visio, avec des amis, et puis ça s'est étendu au fur et à mesure auprès des adultes, et puis il y a eu une professeure qui nous a fait confiance, je la salue, du côté de Saint-Priest, dans le Rhône, qui a dit « Banco, allons-y ». Une autre qui nous a fait confiance à Marseille, dans un lycée hôtelier, qui a dit « c'est une solution alternative ». Et donc on a commencé avec ce public-là, et on se rend compte qu'il y a un besoin énorme de la part du corps professoral d'avoir des contenus alternatifs, des façons d'apprendre de manière alternative, pas que de la théorie, mais aussi de la pratique. Et donc on essaye de toucher tous les publics, que ce soit des personnes urbaines, comme des personnes qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville, des quartiers isolés, où justement il y a un rejet de la politique, parce que c'est là où on doit intervenir. Pas nous on est une petite goutte parmi tant d'autres, mais il faut aller auprès de ces gens pour dire exprimez-vous. Et la problématique que l'on soulève aussi, c'est travailler l'écoute. C'est-à-dire que la jeunesse... C'est d'abord un travail d'écoute. Exactement. Nous, on fait de la sensibilisation, mais aussi on écoute ce qui se dit dans les débats. À chaque fin de jeu, la proposition de loi, on la compare à l'initiale et la version finale. Des fois, elle passe, des fois, elle ne passe pas. C'est l'enjeu du débat démocratique. Et en fonction de si on a des jeunes qui sont issus de milieux plutôt favorisés, défavorisés, quand on arrive à faire un mélange, on a une voix qui est entendable et qui permet justement de faire évoluer le débat démocratique, que ce soit sur l'écologie au travers d'une thématique le zéro déchet, que ce soit sur l'immigration, qui est un sujet fortement d'actualité, mais qui a été repris par les pouvoirs politiques, mais qui n'est pas pris en main par la société. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, par plein d'autres thématiques. Donc vous abordez toutes les thématiques, il n'y a pas de tabou? Non, alors... pas de tabou. On essaye justement d'être cohérent. Il y a des thématiques qu'on va essayer d'aborder, mais qui sont un peu clivantes. La laïcité. Comment on se positionne par rapport à la laïcité dans... C'est pas évident, ça. C'est pas du tout évident. L'immigration, la prostitution, le travail du sexe est un élément qui fait partie. Malheureusement, il y a un phénomène énormément de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont dans ce milieu-là par choix ou forcé. Il faut qu'on puisse aussi poser ce débat en se disant comment, en tant que société, on se positionne. Donc on essaie de prendre tous les sujets qui font sens, et on travaille aussi avec des musées. On a travaillé avec le Conservatoire national des arts et métiers à Paris, justement sur la thématique de l'espace et des déchets spatiaux, travailler sur les mobilités durables. On prend aussi des choses qui sont dans le cœur de l'actualité et qui sont des questions que l'on peut se poser et pour lesquelles on manque d'éléments. Voilà. Est-ce que ça veut dire justement que si je veux participer, ou Dorit aussi veut participer à l'un de vos ateliers, on a besoin d'avoir des connaissances préalables sur les sujets qu'on évoque ou... Pas du tout. Et même pas besoin d'une culture politique. Moi, je n'ai pas fait Sciences Po. Moi, je suis quelqu'un qui est issu du monde des ressources humaines. Pour tout vous dire, l'anecdote, c'est Thomas, le fondateur, est un ami d'une amie qui m'a forcé à le faire cet atelier. Moi, je n'aimais pas du tout débattre, et j'ai été convaincu. Et je n'ai pas de culture politique. Moi, c'est la culture du terrain. Si je parle aujourd'hui avec vous, ça fait 2 ans que je travaille là-dedans, en tant que bénévole et puis professionnellement. Je n'ai absolument pas de culture politique, et je n'ai pas forcément non plus une culture scientifique, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se définit, on n'est pas du tout des experts des thématiques que l'on met en avant.
Ça, c'est le premier point. Nous, ce qu'on fait, c'est de la facilitation, c'est de l'animation. Et donc, du coup, on est toujours accompagné par des personnes qui ont de l'expertise. Quand on parle de revenu universel, on travaille avec une association qui travaille sur tous les points de vue du revenu universel, etc. Donc, il n'y a pas besoin. On s'inscrit. On va sur notre site internet. Ce soir, il y a une loi sur la santé. Demain, on fait sur l'immigration climatique. Vendredi, sur la taxe bleue en réponse aux inégalités femmes-hommes et sur les différences de pouvoir d'achat. Il y a plein de thématiques. Il suffit juste de passer le pas et de voir si l'expérience nous va. Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Effectivement. Est-ce qu'on peut dire aussi que Débacteur n'est pas un peu politique par sa forme, par nature, par son engagement, quelque part? Parce que vous définissez comme partisan. C'est-à-dire que nous, on ne mettra jamais en avant nos valeurs politiques. Nous, on fait en sorte que quand on va animer un groupe qui est conservateur, on va aller jouer les valeurs du conservatisme, les valeurs du libéralisme, etc. Mais on ne donnera jamais sa propre opinion. Par contre, oui, effectivement, notre action, elle est politique, puisqu'elle participe à l'organisation de la cité, dans le débat, etc. Police, la cité... Et, ce que j'allais dire, qu'est-ce que ça veut dire politique, en fait? Exactement. Donc oui, on a cet engagement-là, mais on travaille avec des gens qui ont cette envie de réaliser cette mission, de resensibiliser à la démocratie, de faire en sorte on voit bien que la démocratie dans les sociétés européennes et occidentales sont attaquées, etc. Mais c'est l'évolution aussi de la politique et des pensées, etc. Et nous, on essaie de travailler à notre échelle, voilà, sur des petits nombres. On a réussi à former 3500 personnes. On va continuer au fur et à mesure cette année, puis les prochaines années à faire cela. Comment les jeunes définissent la politique aujourd'hui? On parlait de confiance tout à l'heure. C'est quoi le problème? On n'a pas confiance en nos dirigeants parce qu'on a l'impression, ils ont l'impression, les jeunes, qu'ils ne sont pas assez représentés? J'ai envie de dire, je suis un peu mal placé pour parler à leur place. Ce que je peux vous répondre, c'est... Qu'est-ce qu'ils vous disent? On a fait un forum ouvert qui, au final, s'est transformé en convention citoyenne des jeunes, avec la ville de Schiltigheim, à côté de Strasbourg, où on avait 27 jeunes qui étaient sensibilisés au climat et qui avaient une vraie éco-anxiété qui était visible. Et nous, ce qu'on a travaillé avec eux, c'est justement de pouvoir les réengager sur une thématique, sur les initiatives qu'ils portent. Ce qu'on a constaté sur 27 jeunes, je n'ai pas la prétention de parler en plus, c'est qu'ils ont envie de parler aux politiques. Mais à contrario, les politiques attendent de la jeunesse des actions. Mais est-ce qu'ils les écoutent? C'est là l'enjeu. C'est ça que nous, on constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'écoute de la part des adultes. Vous comme moi, si on entend la parole de la jeunesse, on aura forcément des biais. C'est à nous de travailler là-dessus, parce que la pensée des jeunes, elle est très, très précise. Ils savent ce qu'ils ont besoin pour l'avenir. C'est eux qui, au niveau de l'engagement politique, se disent on a besoin d'être entendu parce qu'on a un engagement vis-à-vis de la planète, on a un engagement sociétal, etc. Ils s'engagent de toutes les manières possibles, même par les réseaux sociaux, même par différents moyens, ils s'engagent. Mais est-ce que nous, on écoute leur engagement? Est-ce qu'on le prend en compte? C'est ça. Donc nous, ce qu'on doit s'atteler, c'est la crédibilité. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en faisant confronter des élus et des jeunes à ce moment-là. Donc j'ai envie de vous dire, l'engagement, il est là. À nous de l'écouter, tout simplement. Et ben voilà, on continue d'en parler dans un instant. D'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Quentin Le Breton, le coprésident de Debacter. Quentin, juste avant de reprendre nos discussions, si vous voulez bien, on va laisser place à la chronique de Dorit Naon qui a une idée derrière la tech. Dorit, aujourd'hui vous allez nous parler de l'importance de l'apparence en entretien d'embauche. Eh ben, si vous êtes moche, Philippine, vous aurez moins de chances de trouver du travail. C'est une réalité. Alors, c'est le livre « Psychologie des beaux et des moches » de François Marmion qui le dit. Et la discrimination commence dès l'entretien d'embauche. En interview avec Welcome to the Jungle, il a dit « Une personne jugée moche sera moins reçue en entretien. Ensuite, lors de la rencontre, le physique de la personne, donc sa taille, son poids, sa tenue vestimentaire, va impacter la décision du recruteur. » C'est un chiffre qui est hyper inquiétant. Et pour finir, justement, ce chiffre, c'est 75% des recruteurs et 48% des recruteuses qui déclarent qu'il est important que le candidat leur plaise physiquement. C'est effrayant. C'est absolument effrayant. Et François Marion, il commente ce chiffre en disant « On s'est même rendu compte que les recruteurs qui avaient du mal à embaucher préféraient attendre plutôt que de recruter quelqu'un dont le physique ne leur plaisait pas. » Alors, on sait que les compétences n'ont rien à voir avec l'apparence, ça c'est sûr. Alors, comment on explique qu'on juge encore aujourd'hui au physique, Dorit? En fait, on juge sans s'en rendre compte. C'est totalement inconscient. Quand on va au supermarché, on va choisir la plus belle pomme en se disant qu'elle aura meilleur goût, alors que ça n'a rien à voir. Et pareil, on aura plus de mal à prendre une boîte un peu abîmée, même si le produit à l'intérieur, il est parfaitement intact. En fait, on va corréler l'apparence du produit à ses capacités. Et c'est le même mécanisme psychologique qui va s'opérer dans le recrutement. Parce que les recruteurs, c'est les mêmes humains qui font leurs courses, tout simplement. Et ça s'explique par des raccourcis du cerveau humain, donc on peut parler même de neurosciences. Là, c'est le physique d'une personne qu'on voit en premier. Si on le trouve beau, on aura inconsciemment un a priori positif. Et François Marion, il l'explique très bien. Il a dit, sans les connaître, on parle les gens beaux de toutes les qualités. Ils sont intelligents, cultivés, fiables, sociables et souriants, compétents dans leur travail. Et à contrario, on va se méfier des gens qu'on trouve laids, on pense qu'ils sont faibles, asociaux, fourbes. Et le problème, c'est que cette première impression, elle est très puissante parce que par paresse intellectuelle, nous révisons rarement nos jugements. Ce sont les mots de François Marmion. Alors, Dorit, une fois le candidat ou la candidate embauchée, comment ça se manifeste ensuite dans sa carrière? Parce que si vous êtes beau, vous aurez un meilleur salaire, vous aurez plus de perspectives d'évolution et vous subirez moins de harcèlement, sauf pour les femmes avec le harcèlement sexuel. Et tout ça, ça s'explique finalement par la confiance en soi. Encore une fois, si vous êtes beau, si vous êtes bien apprêté, vous allez être catalogué compétent et agréable direct. Donc, vous allez être valorisé. On va vous proposer des meilleurs projets et vous aurez aussi vos collègues et vos managers autour de vous pour vous aider. Et tout ça, ça booste la confiance en soi. Et on sait que la confiance en soi, c'est la clé pour arriver à s'affirmer au travail et pour développer son chemin de vie professionnel. Alors, Dorit, je crois que vous avez une expérience sociale à nous partager. Racontez-nous. Ouais, je suis ravie de vous la partager. Le thème, c'est « Votre beauté peut-elle vous éviter la prison ?» C'est une expérience sociale qui a été faite dans l'épisode 1 de Sens humain, un documentaire disponible sur Netflix. C'était des simulations de procès. Il y avait 2 groupes de 50 personnes. Le groupe A a vu 3 photos de gens beaux. Le groupe B a vu 3 photos de gens moches. Les crimes, c'est les mêmes. Le but, c'était de voir si les jurés allaient avoir plus d'empathie et de compassion, si le criminel est agréable à regarder. Spoiler alerte, oui, et c'est très inquiétant. C'était à chaque fois la personne moche qui avait une peine beaucoup plus lourde. Par exemple, pour la même accusation d'infanticide, les jurés ont condamné la femme moins séduisante à 33 ans de prison et la femme
plus séduisante à 17 ans de prison seulement. Les jurés diront, elle a toute la vie devant elle, on va pas lui voler sa vie, alors que pour la personne moche, c'était, elle savait ce qu'elle faisait, donc maintenant, il faut assumer. Hallucinant. Hallucinant. Et à la fin de l'expérience, on a le professeur de droit Jody Armour qui répond donc à la question « Être beau peut-il vous éviter la prison ?» Et il dira, catégorique, c'est certain, à cause de nos préjugés inconscients, on juge parfois plus durement des individus qui font partie de groupes, de gens stéréotypés. Plus vous avez la peau foncée, plus vous risquez la peine capitale. On fait un rappel, difficile de trouver ces mots après ça, on fait un rappel de la notion de moche et de beau pour la fin, Dorit. Oui, alors moi j'aimerais rappeler pour finir bien sûr que la beauté et la laideur c'est extrêmement subjectif. Si on ramène le sujet au monde du travail, ce sont uniquement les compétences, le potentiel et le savoir-être d'une personne qui doivent compter, pas ses tatouages, pas ses piercings, pas sa couleur de cheveux, pas sa barbe, pas son poids. Tout ça n'apporte rien au recrutement. Effectivement, et c'est important de le rappeler. Merci beaucoup Dorit pour cette chronique et nous on lance tout de suite la deuxième partie du talk. La jeunesse et la politique, je vois Quentin qui se disait mais c'est pas possible, vous voulez réagir peut-être à la chronique de Dorit. Alors, ça évoque moi mon parcours, moi j'ai eu mon premier CDI à 28 ans et j'ai fait que de l'intérim et donc j'ai eu une centaine d'entretiens d'embauche. J'ai été recruteur aussi. Donc oui, ces biais-là, je les conçois et je les ai vécus. Moi, ce que j'essaie de travailler au sein de Debacteurs aussi, c'est la culture de la différence. On est toutes et tous différents, physiquement, de culture différentes, d'orientation, etc. Donc c'est ça qui est dommage, c'est qu'on oublie cette différence et qui est une force. On n'a pas besoin d'être beau pour pouvoir être compétent. On n'a pas besoin d'être beau pour réussir dans la vie, pour avoir confiance. Non, chacun, une personne qui peut être beau, peut elle-même se considérer comme étant moche aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ce genre de débat, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Et j'ai été très étonné par la différence, 16 ans d'écart entre les deux. Je trouve ça de condamnation, c'est extrême. Enfin, c'est extrême pour moi. Ouais. Vous, en plus, vous évoquez des sujets qui peuvent choquer, diviser, révolter aussi parfois, qui font tout ou partie qui est le cas pour tout ou partie de la société. L'important, c'est toujours de le faire avec bienveillance. C'est ce Exactement. Et d'avoir une ouverture d'esprit. On peut ne pas être d'accord avec l'autre, mais il faut écouter. Si on est sur des postures, qu'elles soient politiques ou autres, et que l'on part justement en disant je ne peux pas m'intéresser à ce qu'il dit, ça va à l'encontre de moi, etc. On n'avancera jamais en tant que société, on n'avancera jamais en tant qu'individu et en tant que citoyen et citoyenne. Donc c'est ça qui est important, c'est de se dire peut-être que l'autre, il a ses raisons de penser comme il ou elle pense. Et arrêtez-moi si je me trompe, je pense que c'est aussi ça le why de ce que vous faites, c'est l'altérité qui fait qu'il y a un intérêt aussi dans la société, c'est justement la complémentarité, ce qu'on peut s'apporter. Donc casser les barrières, casser la division et essayer justement de trouver une cohésion et de s'écouter. La fameuse écoute active dont vous parlez depuis le début, qui est fondamentale et malheureusement qui se perd, c'est une réalité. Exactement. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer qu'on n'est pas dans la télé-réalité politique comme on peut l'avoir sur des plateaux de télé, etc., avec de la rhétorique. La rhétorique, elle est importante, je crois qu'on va en parler de la prise de parole. C'est fondamental. Mais le contenant sans le contenu, ça n'est rien. Et nous, c'est ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a un enrichissement qui est possible sans avoir de culture, etc., juste en osant, en essayant d'écouter l'autre avec cette empathie et de se mettre à la place. C'est pour ça que les personnes, elles ont un petit peu des conflits intérieurs quand elles jouent à notre jeu, parce que si c'est à l'inverse de mes valeurs, comment je peux incarner cela? Comment je peux faire ça? C'est au travers d'un personnage. On n'est pas soi, on se met pas en devant, c'est le personnage que l'on joue, le député ou la députée conservateur, écologiste, socialiste et autres, qui va justement essayer de porter l'engagement, le mandat que les électeurs, fictifs bien entendu, leur ont donné. Et par les thématiques qu'on essaye d'apporter, justement, juste une ouverture sur ça. Quand on parle de sobriété numérique, le mot sobriété, quelque chose qui est d'actualité, etc. La sobriété, c'est très militant, c'est très radical, etc. Mais la sobriété, c'est quelque chose qui est facile à mettre. Si à budget égal, on arrive à économiser et à faire des choses qui nous passionnent, etc. En fait, la sobriété, elle est utile, elle est vertueuse, etc. La sobriété numérique, on essaie d'éduquer grâce à un partenariat avec l'INRIA, qui est une agence publique, en fait, quand on se connecte en réseau mobile, on pollue énormément, alors que quand on se connecte directement au Wi-Fi, la
de la bande passante et on optimise au maximum le flux et donc on optimise les données et donc on réduit les émissions carbone. Et juste ça, c'est juste un geste, on clique sur le bouton Wi-Fi et on réduit notre impact carbone. Quentin, vous parlez effectivement de ces débats, de ces échanges que vous présentez dans les établissements scolaires notamment. Moi, j'avais une question à vous poser. Quel est le débat ou les échanges qui vous ont le plus marqué ? C'est compliqué et je ne veux pas faire une réponse très française en disant ça dépend des gens. Mais j'imagine que ça dépend aussi du contexte. Vous avez devant vous. Exactement. La première des choses, ce ne sont pas les lycéens et lycéennes et les jeunes que l'on peut côtoyer, notamment dans le service national universel, qui choisissent les thématiques, c'est les adultes. Et ça, c'est peut-être un premier biais qui est apporté. Mais quand on intervient sur l'environnement, on a toujours des débats qui sont passionnants. On a des débats sur les énergies renouvelables, sur la place du nucléaire, sur la gestion des déchets radioactifs. En France, c'est quand même un sujet, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, ils existent. Quand on va faire une radio, on a besoin de la médecine nucléaire, on rejette cela. C'est aussi ce qui a fait évoluer l'humanité. Donc il y a ces débats-là. Le premier qu'on a fait, c'est sur le revenu universel. Et ce que je peux vous dire, c'est la parole des jeunes est assez intéressante parce que pour nous, quand on va essayer de proposer une aide globale, etc., ils nous disent notre système d'aide aujourd'hui, il est très bien. Quand on a une sécurité sociale qui fonctionne, quand on a accès à des soins, quand on leur dit qu'une nuit à l'hôpital, ça coûte 3 000 €, une nuit en réanimation, c'est 12 000 €, ils nous disent on est très content d'avoir notre sécurité sociale aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin d'un revenu universel ? Alors, qu'on soit pour ou contre cette thématique-là, voilà. Mais les débats, ils sont passionnants. Que ce soit sur l'économie, la société et autres, on arrive toujours à des débats qui nous bouleversent à chaque fois. Qu'est-ce qui explique une certaine radicalité chez certains de nos jeunes aujourd'hui ? On dit souvent qu'ils sont engagés, c'est une génération engagée, je crois que c'est indéniable, mais entre l'engagement et la radicalité... Quand je pense, dans ce qu'on constate, c'est que quand on nous dit vous les adultes, vous ne nous écoutez pas, encore une fois je reviens là-dessus parce que c'est vraiment ce qu'on constate nous quand on intervient, quand on ne nous écoute pas, quel est le moyen ? Même nous, adultes, quand on ne se sent pas entendu par nos propres responsables politiques, par la société, qu'est-ce qu'on fait ? Donc le sujet, c'est les politiques, en fait. Le sujet, c'est la société et aussi les politiques. Oui. Et l'idée est de se dire, en fait, quand on n'est plus entendu, on va agir. On va agir de plus en plus radicalement. On va agir avec peut-être de la violence ou agir de manière plus pacifique, mais de plus parlante. Quand on a jeté des pots de peinture sur les œuvres d'art, etc., effectivement, c'est radical. Ça choque. Mais on retient quoi ? On retient l'image. Et ce qui est dingue, je suis d'accord avec vous, mais ce qui est dingue, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a aucun politique, aucune personnalité qui ne prend en compte. Ils font tous des annonces pour la jeunesse, tous. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y en a un ou une qui parle vraiment aux jeunes aujourd'hui ? Je reviens à cette convention citoyenne qu'on a faite à Schiltigheim. On avait des élus locaux, on avait une élue régionale et une députée. Une des propositions qui avait été faite par les jeunes, c'est mettre en place une taxe sur le kérosène. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas le kérosène n'est pas taxé ? Alors il y a le pour et le contre, on peut en débattre, etc. Mais c'est la jeunesse, c'est eux qui l'ont dit. Nous, on n'a absolument pas aiguillé. Et quand on pose ça à la députée, à la députée, elle me dit il faut qu'il y ait un consensus pour faire évoluer ça au niveau mondial, etc. Donc c'est pas dans notre champ d'action. Deuxième sujet, pourquoi on n'a pas la gratuité des trains pour nous les jeunes pour se déplacer au niveau régional ? Vous comprenez, ça coûte cher, etc. Ok. Troisième point qui avait été proposé, pourquoi vous ne mettez pas à disposition des vélos en libre service, comme on a Vélib, etc., et Vélov, mais à taille enfant ? La première problématique de mobilité, c'est quoi ? Il faut une carte bleue pour accéder à ces services-là. Et puis, il n'y a pas de vélos adaptés, etc. Il n'y a pas assez de pistes cyclables. Et quand on leur propose ça, il y a un silence. La conclusion qui a été faite par plusieurs élus, c'est à vous de nous faire des propositions. Et moi, la conclusion que j'ai faite au nom des jeunes, je me suis permis, non, écoutez-les maintenant, agissez avec eux, prenez leurs paroles et prenez un engagement de travailler avec eux. C'est eux la future génération qui va peut-être vous remettre vos mandats en jeu, etc. Écoutez-les maintenant. Voilà, tout simplement. La solution, c'est quoi alors ? C'est d'abaisser le droit de vote à 16 ans ? Est-ce que c'est une demande de leur part ? Je ne saurais pas me positionner là-dessus. Je respecte mon côté partisan. Les solutions, il y en a plein. Il y a plein d'organisations. Il y a Démocratie Ouverte qui essaye de faire un tour de France pour essayer de justement donner envie. Il y a À voter ou Mieux voter qui sont intervenus notamment à Strasbourg lors du Forum européen de la démocratie pour essayer de dire allez voter, c'est l'enjeu.
Mieux Voter est une association qui va qui fait en sorte de promouvoir un autre mode de scrutin, qui est le vote au jugement majoritaire, pour essayer de non pas de rester sur du oui/non et de la binarité, être binaire dans le choix, mais de proposer un gradient de vote en disant je suis d'accord, je suis moyennement d'accord, etc. Et de recueillir cela et à voter, et fait de la sensibilisation aux jeunes en leur disant mais si vous n'êtes pas disponible pour les européennes, donner une procuration. Comment on fait pour donner une procuration? Ils ont tout fait sur leur site internet pour ça. Donc en fait, il n'y a pas une solution. Nous, on est vraiment une goutte d'eau parmi tant d'autres, mais on essaye d'apporter tout cela. C'est la première fois dans un gouvernement, je crois, de la Ve République où on a un ministère, alors un secrétariat d'État, qui est au renouveau démocratique. Et justement, je lance un appel à Mme Thévenot, qui est la secrétaire d'État au renouveau démocratique. Écoutez-nous. Rencontrons-nous, allons-y, faisons le choix de l'action et allez auprès des jeunes et essayez d'avoir l'ouverture d'esprit et de les écouter et de prendre l'engagement, non pas vis-à-vis de vous et des électeurs, mais avec eux. Ils vont pas vous élire. L'enjeu, il est plus grand que cela. Voilà. Mesdames, Messieurs les politiques, le message est passé. Merci infiniment Quentin Le Breton. Je rappelle que vous êtes coprésident de Débacteurs, se réapproprier un domaine trop souvent effectivement tenu éloigné des jeunes pour apprendre, débattre et finalement, ça n'est que ça, faire un pas de plus vers l'autre. Ça s'appelle Débacteurs. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à vous Dorit pour cette chronique aussi dont il y a encore un peu de boulot, je crois, sur le sujet. Merci à vous de nous avoir suivis et puis maintenant on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée.